propose qu'on commence, hein. Alors, bonjour à tous. C'est notre avant-dernière séance. Donc, ça va être une séance importante aujourd'hui, hein, puisqu'on reçoit Yves Le Maner. On a l'honneur de recevoir Yves Le Maner, qui, comme Christine va vous l'indiquer, est agrégé d'histoire, hein. Il travaille depuis 40 ans sur l'histoire des sociétés dans le Nord-Pas-de-Calais. Et aussi, il a été le directeur de la Coupole et il était également celui qui a mis en place le programme de la Coupole. Voilà, et la discussion, il sera discuté par Christine Dalbert, que vous connaissez déjà, hein, qui est agrégée d'histoire et qui est aussi ancienne inspectrice d'académie. Voilà, on peut commencer. Christine, tu as la parole. Merci Daniel. Bonjour donc à toutes et à tous. Je retrouve l'ordre correct des mots. Je vais effectivement, et je le fais avec beaucoup de plaisir et d'amitié, présenter rapidement Yves Le Maner en complément de ce que tu viens de dire, mais sans du tout être exhaustive, en essayant de me concentrer en quelque sorte sur ce qui a un rapport plus précis avec notre sujet. Donc Yves a été un enseignant. D'abord, il a été enseignant pratiquement à tous les niveaux, en collège, il a été à l'université. Il a ensuite entrepris effectivement d'autres aventures. La recherche l'a toujours tenté. Il était correspondant de l'Institut d'histoire du temps présent dès 1977, donc l'année qui a suivi le concours de l'agrégation que nous avons passé ensemble. Les deux ensemble à Paris. Hein. Voilà, tout à fait. Il participe notamment à la rédaction du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, le fameux Métron, et il s'intéresse notamment à des biographies de militants politiques et syndicaux dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce qui est intéressant pour notre sujet d'aujourd'hui également. Bon, il mène de nombreuses recherches sur l'habitat ouvrier dans le bassin minier. Il s'intéresse de temps en temps aussi à la préhistoire. Je me souviens de collections de cailloux de lorsque nous étions voisins à Saint-Omer. Bref, il va porter le projet scientifique et la réalisation donc du Centre d'histoire et de mémoire de la Coupole à Elfaux-Iserne, à la fois sur le plan donc scientifique, avec la création d'un comité historique, qui réunit de très grands spécialistes, donc Étienne Dejonge, Jean-Pierre Azéma, José Gotchovich, pour ne citer que, plus quelques correspondants britanniques et allemands. Il prendra la direction un petit peu plus tard de cette coupole, avant de rejoindre la mission Histoire, Mémoire, Commémoration du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, où là, il s'occupera notamment du programme des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et contribuera à la réalisation de l'anneau de mémoire que nous connaissons bien dans la région, donc à Lorette. Retraité officiellement, mais je ne l'imagine pas une seconde inactif, il poursuit ses recherches et ses publications, il nous en parlera peut-être. Alors, je laisse de côté de très nombreuses participations à des émissions de radio, à des émissions de télévision, et je voudrais essentiellement retenir ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, avec l'ouvrage de référence, et je le dis vraiment avec beaucoup de plaisir, et il le sait, d'admiration, Le Nord-Pas-de-Calais dans la main allemande, 1940-1944, avec Étienne Dejonge, plusieurs éditions, dont la dernière en 2019. Il réalise aussi le catalogue Images de Dora, voyage au cœur du Troisième Reich, avec André Sellier, aux éditions de la Coupole, en partant d'un fond photographique tout à fait inédit, mais qui est bien sûr contextualisé, puisqu'il s'agit de photos de propagande sur ce qui est fait à Dora, mais ne montre pas évidemment d'autres choses. Il réalise également le catalogue de la très belle exposition Déportation et génocide, une tragédie européenne, 1939-1945. Donc ça, cette exposition a lieu en 2005. Il réalise aussi le catalogue Disparus de la Terre, sur la déportation notamment des Tziganes, dans le cadre d'un travail réalisé par la ville de Lille, avec Maxime Steinberg, donc en 2009. Et je termine, j'ai bousculé la chronologie, mais nous arrivons à notre sujet, avec le train de l'os, qui est notre sujet d'aujourd'hui, le grand drame de la déportation dans le Nord-Pas-de-Calais en 2003. Voilà. Et je n'ai pas été exhaustive, je le répète à nouveau. Donc,
Yves, on a quelques minutes donc pour évoquer ce train, sachant qu'un autre train a été évoqué avec Laurent Thierry, qui est le train des mineurs, train dit des mineurs, et nous abordons aujourd'hui le train de l'os, donc au fin de l'été, de fin 1944. C'est un sujet complexe sur lequel tu as beaucoup travaillé, d'autres aussi, mais toi-même, et on a essayé de regrouper les questions, peut-être en essayant de répondre par anticipation à celles qui ne manqueront pas d'arriver vers 18h15 environ, qui est la limite que nous nous sommes fixée. Alors, première chose, et on pense à nos amis qui ne sont pas de la région, est-ce que tu peux, très simplement, nous donner les caractéristiques de ce convoi? Qu'est-ce qui le distingue finalement des autres trains de déportation? Nous savons qu'il y en a eu beaucoup. Donc, à toi la parole. Je vais couper mon micro pour essayer d'éviter les bruits parasites. Et donc, à toi, Yves. Merci Christine. Alors, tu évoquais il y a quelques secondes l'intervention de Laurent Thierry sur le train des mineurs de 1941, qui était le premier convoi à partir du Nord-Pas-de-Calais vers le système concentrationnaire allemand. Le train de l'os, c'est le dernier train de déportation qui part du sol du Nord-Pas-de-Calais le 1er septembre 1944. C'est un convoi formé de wagons à bestiaux, de façon assez classique, qui envoie environ 900 hommes vers le système concentrationnaire nazi. Le convoi a été baptisé presque immédiatement train de l'os parce que ces hommes viennent de la prison de l'os où ils ont été regroupés par les forces d'occupation. Ce qui est la caractéristique principale de ce convoi, c'est le fait que le taux de perte qui a été constaté, le taux de décès qui a été enregistré au printemps 45 à la libération des camps, c'est l'un des plus brutaux, puisqu'en effet, les 2/3 des hommes partis le 1er septembre 1944 ont péri en déportation, alors que, nous le verrons tout à l'heure, la moyenne des convois de déportation, de répression, est de l'ordre de 40 à 50% de décès constatés. Je ne t'entends plus, Christine. Oui, je remets mon micro. Voilà, je n'ai pas été assez rapide. Alors, si on entre un tout petit peu plus peut-être dans le détail, est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu, mais rapidement, le contexte tout à fait particulier de l'été 1944, de nous préciser peut-être un peu la composition, puisqu'on sait que ça a donné lieu ensuite à un débat, parfois vif, un débat mémoriel assez vif à ce sujet, et peut-être nous évoquer aussi le trajet, et notamment le fameux arrêt à Cologne. Je dis fameux parce qu'il a donné lieu là aussi à des interprétations diverses. D'accord, je te propose de séquencer les différentes étapes et d'évoquer dans un premier temps la répression qui frappe la résistance dans le Nord-Pas-de-Calais en 1943 et dans les premiers mois de l'année 1944. Il faut avoir bien conscience que dans les derniers mois de l'année 1943, la plupart des structures de résistance dans la région ont été démantelées par l'intervention des polices allemandes dans le cas de la résistance communiste et par l'action conjointe de la police allemande et de la police française, donc pour ces militants communistes qui étaient en pleine progression dans l'opinion publique depuis le début de l'année 1943 et depuis le succès des soviétiques à Stalingrad. Il faut aussi savoir que les Allemands ont mis à bas la principale organisation non communiste de résistance qui était l'organisation civile et militaire, l'OCM, en décembre 1943. Ensuite, au printemps 1944, il y a un événement qui marque tous les esprits dans la région, c'est bien sûr le massacre d'Ascq de la nuit du 1er au 2 avril 1944. Et tout de suite, ce massacre a été interprété par la population régionale comme une sorte de préfiguration des violences qui devraient accompagner tout débarquement allié sur les côtes françaises. Et à cette période de l'histoire, tout le monde est convaincu que ce débarquement aura lieu sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, qui sont les plus proches du Royaume-Uni. Donc ce massacre fait prendre conscience à la population qu'il y aura des violences. Et en même temps, la résistance a bien conscience qu'elle n'est pas en mesure de mener des opérations de grande envergure contre un occupant qui reste militairement très puissant, puisqu'il a concentré des troupes dans l'attente de ce fameux débarquement sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais. L'étape suivante, c'est bien évidemment le 6 juin 1944, avec le débarquement des Alliés en Normandie. Alors, ce débarquement, il provoque immédiatement une flambée d'actes de résistance. Des actes de résistance par des structures locales,
en grande majorité dans le bassin minier, mais également autour de Maubeuge et parfois dans des zones plus rurales. Ce qui est frappant, c'est de voir une sorte d'essor spontané de groupes de résistance qui mènent de multiples actions et essentiellement des sabotages ferroviaires sur un réseau qui a déjà été fortement affecté par les bombardements alliés du printemps. Cependant, là encore, il y a une alerte très grave qui est enregistrée par les résistants régionaux. C'est les événements qui se produisent quelques jours après le 6 juin, lorsque plusieurs centaines de jeunes FTP du bassin minier du Pas-de-Calais entreprennent, pour une raison qui n'a jamais été clairement expliquée, de se déplacer pour tenter de rejoindre le maquis des Ardennes. Ces hommes, qui sont plusieurs centaines, donc, sont interceptés par les forces allemandes dans la région de Cambrai. Plusieurs dizaines sont abattus et plusieurs centaines sont capturés et transférés dans les prisons de la région. Beaucoup seront fusillés et beaucoup se retrouveront dans le train de l'os. Donc cet épisode montre bien que l'opposant a les moyens de briser toute forme de résistance armée à l'échelle de la région. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dirigeants de l'Oberfeld-Kommandantur de Lille, et en particulier le général Bertram, sont des gens qui sont, pour les dirigeants, des nazis convaincus. Ils n'ont pas besoin de l'intervention de la SS pour mener des actions d'une très grande violence contre les résistants nordistes. Vous savez qu'après la guerre, pendant longtemps, a vécu le mythe selon lequel seuls les SS étaient coupables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait aujourd'hui, depuis longtemps, que la Wehrmacht a été également responsable de crimes de très grande ampleur et qu'une bonne partie des officiers supérieurs de cette armée étaient ralliés de plein cœur au régime nazi. Donc, les hommes de Bertram, les hommes du général Bertram, entreprennent dans les jours qui suivent le débarquement allié de briser toute forme d'espoir de résistance militaire. Et l'une des méthodes qu'ils emploient, c'est des arrestations d'otages par groupe, parfois plusieurs dizaines d'hommes, dès qu'il y a une action importante de la résistance. Ils se débrouillent également pour briser les tentatives de formation d'embryons de maquis qui étaient en train de se mettre en place dans certaines régions isolées du Nord-Pas-de-Calais, l'Avesnois essentiellement, le haut pays d'Artois. Ils brisent ces tentatives de création de maquis. Alors, un autre épisode survient au mois de juillet, qui est tout à fait capital, c'est la tentative d'assassinat perpétré contre Hitler le 20 juillet 1944, qui provoque un durcissement à la tête de l'État nazi, des actes de violence contre les officiers compromis, et surtout une décision qui concerne la Belgique occupée et donc par voie de conséquence le Nord-Pas-de-Calais qui sont rattachés au commandement militaire de Bruxelles. Cette décision, c'est de remplacer le commandant militaire von Falkenhausen par un Gauleiter, Grohe, et surtout de nommer un officier général SS, Richard Jungklaus, pour superviser l'ensemble des polices dans le ressort de Bruxelles et donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Cependant, cette décision, elle est restée en grande partie théorique, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu besoin pour les nazis de mettre en place de nouveaux hommes pour perpétrer de nouveaux actes de violence contre la résistance, puisque, je le répète, le général Bertram a fait tout ce qu'il faut pour briser toute forme d'opposition sur le territoire qu'il contrôle, pour empêcher toute forme de soulèvement ou d'insurrection. Il dispose en outre, à partir du 30 juillet 1944, d'un décret qui a été promulgué par Hitler, décret terreur et sabotage, qui est quasiment une carte blanche donnée aux autorités allemandes pour abattre tout civil des territoires occupés qui commettrait des actes hostiles ou supposés hostiles à l'occupant. Et donc, pendant plusieurs semaines, c'est des vagues de violence qui s'abattent sur les groupes de résistants. Il y a des vagues d'exécution également dans les forts de la ceinture lilloise. Il y a des convois de déportation qui continuent de partir régulièrement vers le Reich. Donc, vous voyez, dans cet esprit de terreur, progressivement, la résistance est cantonnée à des actions limitées au plan local. Alors donc, ce qu'il faut aussi souligner,
c'est qu'il y a de nouveaux personnels qui sont apparus dans le Nord-Pas-de-Calais au début de l'année 44 au sein de la police SS. Vous savez que les polices allemandes, c'est une pieuvre. Il y a la police militaire, la Geheimpolizei, la police de campagne militaire, mais il y a également la police SS, le SIPO SD, qui a une antenne à Lille. Et on sait, depuis les travaux de Laurent Thierry, qu'une partie des hommes qui sont en action dans le Nord-Pas-de-Calais dans les premiers mois de 44 ont été précédemment affectés sur le front de l'Est et qu'ils ont été impliqués dans les crimes de masse commis sur le front Est. Donc, vous voyez, il y a une puissance, une violence de la répression qui est établie dans le Nord-Pas-de-Calais à l'été 44. Le dernier indice de normalité apparente, c'est l'arrêt des tribunaux militaires qui procédaient depuis le début aux condamnations de tous les actes d'hostilité à l'occupation. Ces tribunaux militaires cessent de fonctionner le 20 août 1944. Et donc, dès que ces tribunaux ont cessé de fonctionner, on sort d'une normalité apparente, et donc les dirigeants de l'Oberfeldkommandantur de Lille doivent répondre à une question. Que faire des centaines et des centaines de prisonniers qui se trouvent dans les quartiers allemands des prisons de la région, à Los, bien sûr, mais aussi à Saint-Nicaise-Arras, à Cuincy-les-Douai, à Valenciennes. Et en accord avec les dirigeants de Bruxelles, eh bien, il est décidé de constituer dans les derniers jours du mois d'août un convoi de déportation pour éviter que ces prisonniers soient libérés par les armées alliées qui sont en train d'avancer d'un seul coup de façon rapide, puisque, vous le savez, Paris est libéré le 25 août. On n'a pas retrouvé le document qui précise le point de départ de cette opération de constitution du convoi de déportation. Mais on pense que c'est le 26 août qu'un télégramme arrive à Lille en provenance de Bruxelles en donnant consigne à Bertram de regrouper les déportés qui sont donc regroupés dans les prisons et de les transférer brutalement tous à Lille. C'est un phénomène curieux qu'on constate dans les prisons du Nord-Pas-de-Calais pendant l'été 44. À la fois, elles se remplissent d'un grand nombre de nouveaux arrêtés et en même temps, elles se vident par les exécutions, par les déportations. Et donc, dans les derniers jours du mois d'août 1944, on se retrouve avec une situation qui est extrêmement complexe du point de vue allemand. D'une part, les autorités occupantes ont entrepris de déménager. À partir du 15 août, on commence à brûler les documents dans les commandantures, on commence à faire sauter les dépôts de munitions qu'on ne peut pas emporter. Donc, ça s'étale sur 15 jours. 15 août, 31 août. Et au même moment, se produit un mouvement d'exode des troupes allemandes qui ont été battues en Normandie, qui refluent dans un chaos gigantesque vers la Belgique. Ce sont des milliers d'hommes complètement à l'abandon. Ça a été fixé par la population régionale qui, à ce moment-là, a sorti ses appareils photo et qui a pris discrètement à la fenêtre ces cohortes d'hommes fourbus, parfois à vélo, avec des charrettes, avec des branchages pour se prémunir des attaques aériennes. Ces hommes refluent donc vers la Belgique. Ceci dit, attention, si une grande majorité de ces soldats sont dans un état de panique et de désarroi, il y a derrière eux des unités d'élite, notamment de Panzer et des unités SS qui ont encore des capacités de combat redoutables et qui cherchent à retenir l'avance des Alliés. Donc vous voyez, les prisons sont en train de se remplir fortement pendant le mois d'août 1944 et donc la décision a été prise de concentrer tous les détenus de Cuincy-Douai, d'Arras-Saint-Nicaise, de Valenciennes, dans la prison de Los. Et ces mouvements se déroulent sur plusieurs jours, sans être perturbés par la résistance, qui n'en a pas les moyens, malgré l'état dramatique du réseau ferroviaire dans les derniers jours du mois d'août. Et il y a une preuve que ça continue jusqu'au bout, c'est que le 31 août, 134 prisonniers sont amenés d'Arras à Los, et ces hommes, le lendemain, ils partiront dans le train de Los. Donc, vous voyez, il y a une méthode de répression mise en œuvre par les officiers supérieurs de la Wehrmacht dans le Nord qui est imparable et qui aboutit donc, le 1er septembre, à la constitution d'un convoi de déportation en gare de Tourcoing. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir la chronologie
de cette journée du 1er septembre 1944. Les Allemands donc préparent méthodiquement ce convoi. L'organisation matérielle a été confiée au commissaire de la SIPO-SD, le SS Parman, qui constitue les dossiers, qui a identifié les hommes à déporter. Et personne dans les milieux de la résistance régionale qui subsiste n'a pris conscience du danger qui pèse sur les détenus de l'os. Personne. À l'exception de 2 hommes. Ces 2 hommes, c'est les citoyens suisses. Le consul Fred Hubert et un pasteur étonnant, Marcel Pache, qui est vraisemblablement lié au service britannique, qui est un homme très courageux, qui a aidé les prisonniers des quartiers allemands depuis plusieurs années d'occupation. Ces 2 hommes, eux, ils savent, parce qu'ils ont des sources au sein de l'OFK 670, ils savent qu'il y a un convoi ferroviaire en préparation. Et donc, ils essayent d'intervenir auprès de Bertram pour obtenir l'impossibilité de partir. Ils ne l'obtiendront pas. Mais ce 1er septembre, d'autres sources qu'ils possèdent à la prison même de l'Os les informent très rapidement que le convoi est en train de se former. Puisque juste avant l'aube, tous les prisonniers de la centrale, ils sont plus d'1 millier largement, ont été réveillés de façon brutale par les gardiens. Donc le convoi est en cours de préparation. Alors les 2 Suisses se rendent à la prison et ils obtiennent in extremis la libération des femmes et des plus petites peines. Donc ils vont progressivement être relâchés de l'enceinte de la prison dans la journée du 1er septembre. Mais pendant ce temps-là, tous ceux qui vont partir dans le convoi, on les transfère méthodiquement de l'Os à la gare de Tourcoing. Et ce transfert se déroule pendant près de 10 heures, par petits groupes, dans des fourgons cellulaires, dans des camions. On les amène à Tourcoing sans qu'il y ait la moindre perturbation. Et on commence à les faire monter dans les wagons. Il y a là des policiers militaires de l'armée, de la GFP, des policiers SS. Et à 17h30, le convoi est prêt à partir et il prend la route du Nord. Voilà donc ce qui s'est passé ce 1er septembre 1944. Le train de l'Os est formé, il part vers l'Allemagne. Alors, si tu en es d'accord, Christine, je pense qu'on peut maintenant passer au trajet, de voir comment ce train qui quitte l'Os, qui quitte Tourcoing, aboutit dans le système concentrationnaire nazi. Alors, excuse-moi Yves, peut-être… Non, tu prendrais à ce moment-là, peut-être plutôt à la fin, la question de qui était réellement, notamment quelle est la part des militants politiques, syndicaux, oui. Il y avait aussi des droits communs, ou est-ce qu'on garde cette question peut-être pour la fin? Je pense qu'il faut la garder pour la fin. Parce que le 1er septembre, personne ne sait qui est dans le train, à part les Allemands, bien sûr. À part les Allemands. D'accord, parce qu'il n'y a pas de liste, effectivement. Voilà. Je te laisse. Ça va être l'un des enjeux de la recherche après. De la recherche, très bien. Voilà. Alors donc, il faut comprendre que ce train se forme le 1er septembre, et je le disais en introduction, c'est le jour où Arras est libéré par les Britanniques. Le lendemain, les Américains avancent vers Cambrai, et au même moment, des troupes canadiennes et polonaises sont en train de remonter sur la côte pour libérer les zones portuaires. Donc vous voyez, c'est un convoi qui part in extremis le dernier jour de l'occupation complète du Nord-Pas-de-Calais. L'île sera libérée le 3 septembre, ça vous donne une échelle chronologique. Alors, ce trajet du convoi, on le connaît très bien, parce que beaucoup de survivants ont gardé en mémoire les noms des gares par lesquelles ils sont passés au cours de leur départ vers l'Allemagne. On sait très bien que le convoi remonte en Belgique, ensuite il pénètre aux Pays-Bas, il traverse le pays du sud vers le nord, et au soir du 2 septembre, il entre en Allemagne, près de la ville de Leer, c'est-à-dire un peu à l'ouest de Brême. Donc il est remonté sud-nord dans un premier temps. Et brutalement, il change d'orientation et il se dirige sur Cologne. Et c'est absolument pas improvisé, c'est déjà prévu par les organisateurs allemands dès le départ du train. Et donc ces hommes arrivent en gare de Cologne au soir du 2 septembre, et là on les amène à pied jusqu'aux locaux de la foire exposition de Cologne, des locaux qui ont été fortement endommagés par les bombardements alliés. Et là, les Allemands ont déjà installé un camp de transit dans lequel on trouve d'autres déportés français. Et les attendent
à Cologne, dans ces locaux de la foire d'exposition, les membres du SD de Lille qui sont venus avec leur dossier et qui donc vont réidentifier les hommes qui arrivent. On sait qu'entre le départ de Tourcoing et l'arrivée à Cologne, une quinzaine d'hommes a pu s'échapper du convoi, une quinzaine, et généralement en Belgique, dans les premières heures du trajet. On sait également que ce trajet a été très difficile pour la plupart des déportés, parce qu'il fait chaud en cette fin d'été 1944, parce que la soif règne dans beaucoup de wagons, notamment ceux qui ont transporté du minerai qui provoque une sécheresse atroce, et bien évidemment parce qu'il y a la peur. On sait que quelques hommes ont péri pendant ce trajet. Pendant longtemps, on a avancé des chiffres énormes, ce n'est pas vrai. Quelques hommes ont péri pendant les 2 jours et quelques qu'a duré ce trajet vers Cologne. Donc, le 3 septembre au matin, les hommes sont à Cologne, sur le territoire du Reich nazi. Alors, si tu le veux, Christine, on peut maintenant aborder la question de la composition du convoi. Qui sont ces hommes qui ont quitté Tourcoing le 1er septembre 1944? Alors, se pose la question des sources pour avoir une estimation, dans un premier temps, de leur nombre. Dans un premier temps, on ne dispose que de faibles indices, des billets qui ont été jetés du train par quelques-uns des déportés et que des habitants ont transféré à la famille. Mais la seule source qui a été constituée à ce moment-là, c'est celle qui a été dressée par nos 2 Suisses, Marcel Pache et Fred Hubert, ces hommes courageux et lucides. Ils ont en effet, dans les jours qui ont suivi le départ du convoi, tenté de suivre sa trace en Belgique. Ils ont dû renoncer très rapidement. Mais dès leur retour à Lille, ils entreprennent de consulter les registres d'écrou de la prison de Los pour tenter d'identifier les déportés. Malheureusement, ces registres sont incomplets puisqu'une bonne partie des détenus est arrivée récemment. Donc, on a simplement une estimation du nombre des déportés par ces listes. Ces listes ont été utilisées dans les années 50 et 60 par les correspondants du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et ensuite, elles ont été oubliées. Je les ai retrouvées aux archives fédérales à Berne. Elles sont incomplètes, mais c'était une première liste sérieuse pour pouvoir comprendre qui sont les hommes du train de l'os. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ces hommes sont de façon écrasante des Français, des citoyens français, presque tous vivant dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais il y a quand même une quarantaine de Polonais, des mineurs, du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Il y a une dizaine de Belges également. Et il y a 6 soviétiques, des prisonniers de guerre, qui sont transférés dans le système concentrationnaire nazi. J'ai été en mesure ensuite d'analyser la composition par âge de cette cohorte de déportés du train de l'os. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a 2 groupes distincts. Une majorité écrasante de jeunes gens de moins de 30 ans, c'est la base des groupes de résistance locaux qui ont été arrêtés par les Allemands pendant l'été 1944. Pratiquement tous les déportés ont été arrêtés entre juin et août 1944. Mais à côté de cette masse de jeunes qui forment la main-d'œuvre des groupes résistants, on a l'encadrement des mouvements, des réseaux qui ont survécu. Et cet encadrement, c'est des gens plus âgés, des gens qui ont 50 ans, parfois 60 ans, qui ont déjà connu la première occupation, celle de 14-18, et qui donc ont une conscience de l'organisation nécessaire d'une résistance face à l'occupant. Donc 2 groupes, une grande majorité de très jeunes gens et des noyaux forts de gens âgés ayant déjà eu l'expérience de l'occupation de 14-18. On peut également avoir une idée précise maintenant de la composition sociologique du convoi. Il y a, ce n'est pas une surprise, une majorité d'ouvriers. Ça correspond à la structure professionnelle du Nord-Pas-de-Calais, qui est la seule région de France, avec Paris, à compter plus de 50% d'ouvriers dans sa population active. Mais à côté de ces ouvriers, mineurs pour la plupart, mais aussi métallos, on trouve un nombre non négligeable de personnes qui appartiennent aux classes moyennes. Et ça, je veux insister là-dessus parce que les classes moyennes pendant l'occupation ont été souvent victimes d'une mauvaise réputation.
la mauvaise réputation du roman de Jean Dutour, Le Bombard, où on voit des commerçants veules et lâches, ou encore le fameux film de Claude Autant-Lara, La traversée de Paris, où l'on voit tous les profiteurs de guerre qui sont méprisables. Il y a dans le train de l'os des résistants qui sont commerçants, artisans, petits fonctionnaires et même des policiers qui ont été embarqués par l'occupant. Donc vous voyez, ce n'est pas une vision monolithique, c'est toute la diversité de la société du Nord-Pas-de-Calais, d'autant qu'il y a également quelques agriculteurs qui ont été impliqués dans une activité de résistance très spécifique au Nord-Pas-de-Calais, qui est l'évasion, les réseaux d'évasion des pilotes alliés abattus. Donc vous voyez une grande diversité socio-professionnelle et une grande diversité de l'âge. Pour répondre à ta question, Christine, sur la proportion des résistants dans ce convoi, elle est majoritaire, c'est évident. Pratiquement 75% des hommes du convoi ont pratiqué à différents niveaux une activité de résistance. L'immense majorité des combattants de base, souvent des jeunes qui s'impliquent à l'été 44 dans des actions locales. On trouve aussi une poignée d'organisateurs régionaux qui ont été capturés par les polices allemandes. Et on trouve aussi des hommes de la France libre qui ont été parachutés pour organiser ce qui devait être l'armée secrète, une armée secrète qui ne se mettra jamais en place. Et on trouve notamment un homme très remarquable qui s'appelle Raymond Fassin, qui est le délégué militaire régional, qui devait donc coordonner toutes les forces résistantes du Nord-Pas-de-Calais après le débarquement, qui a été capturé, qui sera déporté par le train de l'os et qui mourra en déportation. On trouve aussi à ses côtés son radio, Maurice de Chevenier, qui a laissé un témoignage tout à fait intéressant à son retour des camps. Donc, vous voyez une très grande diversité humaine et au niveau des statuts qui ont été accordés par l'État français au lendemain de la guerre, 53% ont bénéficié du titre de déporté résistant et environ une dizaine de pourcents du statut de déporté politique spécifique aux militants communistes. Beaucoup n'ont pas eu de statut parce que les familles ne les ont pas demandé pour ceux qui avaient disparu. Alors, tu évoquais les droits communs. Il y en a une toute petite minorité dans le convoi et on en parlera tout à l'heure parce que ce sera une source de polémique dans les années qui suivront la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, le trajet a été posé. Ils sont à Cologne le 3 septembre. Ils sont entreposés dans les bâtiments de la foire exposition. Et il y a un dernier détail que l'on sait sur cette étape de Cologne, avant qu'ils soient dispersés dans l'ensemble des camps. Ce dernier détail, c'est qu'un des déportés du train de l'os, qui s'appelait Georges Dubar, a été exécuté par les Allemands le 4 septembre. On ignore les motifs de cette exécution. Voilà où nous en sommes le 3 septembre 1944 à Cologne. À Cologne. Merci beaucoup Yves pour toutes ces précisions et on voit déjà aussi se profiler quelques questions futures qui seront abordées un tout petit peu plus tard. Alors peut-être pouvons-nous tenter, parce que c'est très documenté dans ton ouvrage, de suivre à partir de l'étape de Cologne quel va être en quelque sorte le destin de ces déportés du train de l'os, à la fois un destin qui semble assez commun, si je puis dire, aux autres déportés, mais également des spécificités tout à fait particulières sur leur devenir, étant entendu que, contrairement à ce que l'on croit souvent, quand on arrive dans un camp, on n'y reste pas, et qu'il y a une mobilité tout à fait extraordinaire, mal connue, parce que c'est compliqué de suivre les commandos, mais qui caractérise aussi tout à fait le destin de ces déportés. Peut-être peux-tu nous renseigner davantage sur ces aspects? C'est parfaitement exact ce que tu dis, Christine. Alors, il faut savoir que dès le 5 septembre, les Allemands opèrent un tri parmi la masse des déportés du train de l'os qui sont dans les locaux de la foire expo de Cologne. Ils constituent, dans un premier temps, deux groupes principaux. Un premier groupe de 250 hommes qui sont dirigés vers la ville de Mülheim, qui a été bombardée quelques jours plus tôt. Et ils sont embauchés pendant plusieurs jours pour déblayer les décombres du bombardement. Et ces hommes rejoignent le camp de concentration de Sachsenhausen 4 jours plus tard, le 9 septembre, après avoir assuré ce travail de déblaiement. Donc un premier groupe de 250 hommes. Le groupe principal, c'est 566 autres hommes
qui, eux, sont dirigés directement vers le camp de concentration de Sachsenhausen ce même 5 septembre. Alors, ce camp de concentration de Sachsenhausen, il faut souligner que c'est le camp de formation de l'ASS. C'est là que les générations de gardiens et de responsables de camp ont été formés, dressés à la violence contre les détenus. C'est un camp qui est situé à une trentaine de kilomètres au nord de Berlin. Les hommes du train de Los et 566 premiers y arrivent le 7, où ils sont immatriculés. On a retrouvé les sources. Ces sources ont été prises par les soviétiques lors de la libération du camp en 1945. Elles sont restées longtemps inaccessibles et on a pu en bénéficier après l'effondrement de l'Union soviétique. Elles ont été transférées dans des universités américaines. Donc le 7, les 566 hommes sont immatriculés à Saxo et 2 jours plus tard, les 250 qui étaient à Mülheim sont à leur tour immatriculés à Sachsenhausen. Donc vous voyez, en apparence, tout le monde entre à Sachsenhausen dans les premiers jours de septembre. Mais dans mes recherches, j'ai pris conscience qu'il y avait un troisième groupe qui avait été ignoré des survivants, des familles et des chercheurs pendant très longtemps. Un groupe de 28 hommes qui restent à Cologne jusqu'au 15 septembre. Et le 15 septembre, ils sont placés dans un grand convoi de déportation qui les amène à Buchenwald. Vous voyez ? Donc, 3 groupes principaux, 250 plus 566 plus 28, on a déjà la configuration de l'effectif du convoi dont on reparlera tout à l'heure. Alors, ces hommes, quand ils arrivent à Sachsenhausen, donc pour la plupart, c'est aussi pas vrai pour Buchenwald, ils sont soumis, comme tous les concentrationnaires, à la quarantaine du camp. La quarantaine, c'est bien sûr rien de prophylactique, contrairement à ce que le nom laisse supposer. La quarantaine, c'est une phase qui est destinée à briser la résistance physique et la résistance morale des détenus. Et donc, immédiatement, quand on entre dans le camp, on a affaire à la violence. Les chiens, tous les témoignages en témoignent, les chiens loups, les coups de matraque, les humiliations, les épreuves physiques imposées sans aucun motif, et tout de suite, bien sûr, une alimentation insuffisante. Donc, ces hommes vont subir cette quarantaine pendant pratiquement 1 mois, jusqu'au 1er jour d'octobre 1944. Et là, à partir du 5 octobre 1944, on commence à les dispatcher dans le système concentrationnaire nazi. Certains vont partir vers des grands camps, en petits groupes, vers Mauthausen, vers Bergen-Belsen, vers Neuengamme, mais une bonne partie va être directement affectée dans des commandos de travail. Vous savez que l'Allemagne utilise de façon à outrance la main-d'œuvre concentrationnaire à de multiples tâches, dans les usines d'armement, dans les chantiers de travaux publics, dans les déblaiements des ruines des bombardements à Hambourg notamment. Donc ces hommes sont tout de suite éclatés dans l'ensemble du système concentrationnaire. J'ai recensé une 60aine de commandos distincts dans lesquels ils ont été dirigés au cours de l'automne 1944. Or, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces hommes pénètrent dans le système concentrationnaire au moment où celui-ci est en train de commencer à se disloquer. Il se disloque sur plusieurs points. D'abord au niveau alimentaire, parce que l'Allemagne commence à éprouver des difficultés de plus en plus sévères d'alimentation pour sa propre population, tout simplement parce que l'exploitation des territoires occupés n'est plus possible. La France, grand grenier à blé et à nourriture, est perdue. La Belgique est perdue. Et donc, on commence à avoir des difficultés pour se nourrir dans la population allemande, ce qui, bien sûr, est encore pire pour les déportés des camps de concentration. Deuxième phénomène qui montre cette déliquescence du système concentrationnaire, c'est l'augmentation de la violence des gardiens. Tout le monde a compris, à partir de l'automne 1944, que la guerre est perdue pour l'Allemagne nazie, que le Reich ne durera pas 1000 ans, et que par conséquent, il va falloir être de plus en plus violent comme une sorte de vengeance contre les ennemis du Reich, qui sont notamment les détenus des camps de concentration. On sent une libération encore plus forte de la violence des gardiens dans les derniers mois de la guerre. Il y a un troisième facteur qui s'ajoute à partir de novembre. On entre dans la période hivernale et l'hiver dans l'Allemagne centrale, c'est le froid intense.
Donc, vous voyez, les déportés entrent dans ce système concentrationnaire en déliquescence et surtout, ils n'ont pas la possibilité d'une forme d'apprentissage qu'avaient connu les convois antérieurs, entrés en 42, 43, début 44 dans les camps de concentration, où il y avait une sorte de normalité. On pouvait apprendre les règles du camp et donc apprendre des règles de survie. Les hommes du train de l'os n'ont pas cette chance et donc ça signifie que les taux de perte viendront de là. Voilà, donc ils arrivent les derniers et ils vont souffrir paradoxalement plus que les autres. Alors, il y a une dernière épreuve qui leur est imposée pendant ce passage en Allemagne, ce sont les évacuations du printemps 1945. Vous savez que les SS ont décidé, au mois d'avril 1945, d'évacuer les camps de concentration pour empêcher que les détenus ne soient libérés par les soviétiques à l'est et par les anglo-américains à l'ouest. Donc, ils mettent sur les routes, l'expression est banale, des dizaines de milliers de détenus. Ils vont les faire aller à pied, d'où l'expression marche de la mort qu'on utilise couramment, en raison de la violence qui va se déchaîner contre les détenus, mais aussi une partie des évacuations des camps se fera par des convois ferroviaires, des wagons à ciel ouvert, dans le froid de l'hiver. Quelques évacuations même auront lieu en bateau. Dans le cas des hommes du train de l'os, j'ai identifié 5 évacuations principales au mois d'avril 1945. La première, elle est très particulière. Elle concerne le commando de Carl Sagan. Alors, c'est un nom qui ne dit rien à personne, si ce n'est que Carl Sagan, c'est un commando de travail rattaché au centre de recherche de Peenemünde, au centre de recherche sur les fusées. Ce commando est évacué vers Bergen-Belsen. Un deuxième grand commando, dans lequel sont utilisés des hommes du train de l'os pour produire des pièces aéronautiques dans la vallée du Neckar, à Korendorf. Ces hommes sont évacués vers Dachau, en Bavière, c'est la banlieue de Munich, c'est tout près de Munich. Troisième évacuation identifiée, ceux qui partent de Borenwald vers les rives de la Baltique. Partent également vers la baie de Lübeck des hommes qui viennent de Neuengamme. Ils partent de Neuengamme et au même moment arrivent à Neuengamme des gens qui ont été évacués de Sachsenhausen. Donc vous voyez la pagaille. Et les déportés arrivent dans 2 situations tragiques. Dans les camps, c'est surpeuplé, il n'y a plus rien à manger, il n'y a même plus de charbon pour faire brûler les fours crématoires, et il y a le typhus qui règne. Donc, c'est des mouroirs. Et la deuxième situation tragique, c'est sur les rives de la Baltique, il y a un chaos sans nom. Des gens cherchent à fuir par bateau en Suède. La RAF mitraille les bateaux. Il y a le fameux Cap Arkona qui sera coulé avec des centaines d'hommes à bord, sans bien sûr que les Alliés ne puissent savoir que c'était des déportés. Donc, vous voyez, ces hommes arrivent dans des situations absolument tragiques. J'ai pu déterminer les dates de libération. Elles s'échelonnent entre le 8 avril pour les premiers et le 8 mai 1945 pour les derniers. Donc, vous voyez, pendant un mois. Et pendant ce mois, ça a été tragique. Certains ont été libérés par les soviétiques, qui savent réalimenter correctement les gens sous-nourris. D'autres ont été libérés par les anglo-américains et les canadiens, qui, eux, ne savent pas. Et qui, en voulant bien faire, en voulant nourrir les déportés, ont souvent, sans le savoir, provoqué leur mort. Alors, on sait ensuite que la mortalité des hommes du train de l'os, elle est concentrée pour 90% entre février et avril 1945. Les premiers rentrent en France le 20 avril. Les derniers rentreront le 19 septembre 1945. Ça paraît surprenant, alors que l'armistice a été signé le 8 mai. Mais ça s'explique très bien. Il y a des gens tellement épuisés, tellement usés par la sous-nutrition qu'ils ne sont pas transportables. Alors on les met dans des cliniques en Allemagne où on tente de les réalimenter progressivement. Quand on parle de sous-nutrition, la vision journalistique, elle est abstraite. La sous-nutrition, je vais vous donner simplement 2 chiffres.
Le premier, il concerne un homme que j'estime beaucoup, qui s'appelait Victor Van Oppen. Victor Van Oppen, c'était un solide gaillard de 80 kilos lorsqu'il est parti de Los le 1er septembre 1944. Quand il rentre chez lui, il n'en fait plus que 35. Il y a un cas encore plus exagéré, celui de Lucien Demarque. C'était un colosse, il faisait 97 kilos, un colosse. Il rentre chez lui à Arnes, il ne pèse plus que 38 kilos. Et on dispose, dans le cas de Lucien Demarque, d'une photo magnifique où on voit son visage émacié et son corps qui flotte dans un manteau noir. Donc, vous voyez, la sous-nutrition, ça a été l'épreuve la plus rude qu'ont eu à endurer les survivants du convoi de l'os. Alors, ces hommes qui rentrent en France, j'ai également pu suivre leur devenir. Et là, il y a deux cas. Premier cas qui concerne une petite minorité. Des hommes vont mourir très tôt après leur retour, quelques mois, 1, 2, 3 ans après leur retour. Ils sont rentrés, ils ont revu leur famille, mais ils sont tellement fatigués, ils ont tellement souffert qu'ils vont mourir très jeunes, avant 47, 48. Et les autres, eh bien, ils vont entreprendre une deuxième vie. Ils vont se battre pour vivre longtemps, pour se venger de ce qui leur a été infligé et peut-être aussi pour rendre hommage à ceux de leurs camarades qui n'ont pas eu la chance de survivre. Ces hommes, ce sont des combattants, ils vont bien vivre, ils vont lutter pour avoir une deuxième vie longue et intéressante. Et il reste encore, à l'heure où je vous parle, en 2022, une toute petite poignée de survivants qui sont presque centenaires. Merci Yves pour ce tableau tout à fait saisissant et concret. Donc on a bien compris que ces déportés ont été pris dans des logiques, si le mot logique peut s'appliquer, des besoins de main-d'œuvre qui ont largement conditionné leur parcours. Le chaos, l'avancée des troupes soviétiques d'un côté, occidental on va dire de l'autre, l'extraordinaire désorganisation, la pagaille absolue qui règne et son lot de souffrances qui a été engendré. Alors, on a posé, je crois, jusqu'à maintenant un certain nombre de faits, un certain nombre de cas qui ont émergé, donc suite à des nombreux travaux, dont les tiens. Et donc, il y a une question un petit peu qui vient à l'esprit. Comment se fait-il que ce convoi ait suscité tant de controverses, voire de polémiques? Il me semble, à la lecture de différents ouvrages, que peut-être 3 questions ont été particulièrement vives dans les débats. Un, pourquoi ce train qui est le dernier, tu l'as dit, il y a quelques heures près, il ne pouvait plus partir puisque les Alliés étaient là. Pourquoi ce train n'a pas été arrêté? Nous avons évoqué la question également du nombre. Donc, il y a eu des chiffres extrêmement divers. Ceux que tu donnes, qui sont acceptés, sont moins élevés que ceux qui ont été longtemps considérés comme justes. Et nous avons abordé la question de qui étaient réellement ces déportés. Donc, je crois que ce n'est pas trop la peine d'y revenir. Mais au moins, pourquoi ce train n'a-t-il pas été arrêté? Et combien réellement ce train comportait-il de déportés? Voilà. Alors, c'est des questions tout à fait importantes parce qu'elles ont été posées immédiatement après les faits, dans les semaines qui ont suivi le départ du convoi vers l'Allemagne, et elles ont été immédiatement la source de conflits violents à l'échelle de la région, des conflits avec un substrat politique. Et il ne faut pas oublier que la France de septembre 1944, qui vient d'être libérée, elle doit effacer dans sa mémoire la honte de l'effondrement de 1940. Et il y a un double discours de valorisation de la nation qui est mené d'une part par le général de Gaulle et d'autre part par le Parti communiste français. Ces deux forces politiques tiennent finalement, avec des nuances, le même discours. On s'est libéré tout seul. Les Alliés n'ont pas fait grand-chose, alors que c'est l'inverse. On sait que la libération du territoire français en 1944 a été acquise grâce au sacrifice des combattants anglais, américains et canadiens qui ont débarqué en Normandie et qui ont combattu, pour certains, jusqu'au début de l'année 1945 en Alsace. Donc, on a réécrit tout de suite l'histoire. On s'est libéré tout seul. Donc, dans cette logique, puisqu'on s'est libéré tout seul, on aurait dû empêcher le départ du train.
puisque notre résistance était bien organisée, avait des chefs, des organigrammes, etc., etc. C'est faux. Je le dis tout à l'heure, cette résistance, elle avait été brisée par la violence de la répression menée par les polices allemandes et secondairement par les polices françaises pour la résistance communiste. Ceci dit, il y a un contre-exemple. Le train de l'os n'a pas pu être empêché de partir, mais de l'autre côté de la frontière, outre Quiévrain, un convoi similaire a été arrêté. En effet, le 2 septembre 1944, les Allemands ont mis plus de 1400 détenus dans un convoi à Bruxelles pour les diriger vers les camps de concentration. Ce convoi a été arrêté par la résistance belge le lendemain, le 3 septembre. Pourquoi ? Parce que structurellement, la résistance belge, qui était à l'échelle d'une nation, était mieux organisée, était moins divisée et avait davantage résisté au coup de la répression. Donc la première question, pourquoi le convoi n'a pas été arrêté ? La réponse est claire, parce que la résistance n'avait pas les moyens militaires d'empêcher le départ du convoi, parce que les Allemands contrôlaient militairement la région jusqu'aux dernières heures de leur présence. Ça, c'est la première question. Et tu as soulevé ensuite une deuxième source de polémique qui concerne le nombre des déportés du train de l'os. Alors, il faut savoir qu'à la fin de l'année 1945, dans les mois qui suivent la fin de la guerre, se constitue une amicale du train de l'os. Cette amicale, elle est composée d'une poignée de survivants et de familles des disparus qui essayent de retrouver une trace pour savoir où a péri le membre de la famille, le mari, le fils, le père qui a disparu. Cette amicale, elle a des moyens limités. Ces hommes, les survivants, sont épuisés. Mais elle prend une initiative en 1947 qui consiste à apposer dans la cour de la gare de Tourcoing-Marchandises une plaque mémorielle. Et sur cette plaque mémorielle est inscrit le chiffre de 1250 déportés. Comment ce chiffre a-t-il été obtenu ? Sans aucune base statistique. Il n'y a pas de document allemand, il n'y a pas eu d'enquête, donc on fait une estimation, j'allais dire, c'est un peu vulgaire, mais c'est ça, à la louche. On estime vaguement un nombre de wagons, on n'en est pas sûr, et on multiplie par un nombre supposé de déportés dans chaque wagon. Et ce chiffre de 1250 devient une vérité absolue. Et il le reste pendant plus de 50 ans, sans qu'on connaisse les noms des 1250 déportés. Alors, cette amicale, elle vivote dans les années 50-60. Et en 72 se produit un événement important. C'est l'arrivée à sa tête d'un personnage étonnant qui s'appelle James Venture. On va en reparler tout à l'heure. James Venture, il prend la direction de l'amicale qui est mourante et il la redynamise. C'est un homme qui a le sens des relations publiques, notamment avec les élus gaullistes en particulier, et il a l'idée de marquer le territoire du Nord-Pas-de-Calais par des plaques mémorielles évoquant le sort du train de l'os. On en trouve des dizaines dans les grandes villes de la région et parfois dans des plus petites communes. Donc James Venture fait ce travail de marquage mémoriel, mais il n'a pas les moyens, ni même peut-être l'idée, de décrire l'histoire de ce convoi. Il y a une troisième polémique. On va voir comment ce problème va être résolu, la question du nombre, tout à l'heure. Mais il y a une troisième polémique que je voudrais aussi évoquer. Elle est marginale, mais vous allez voir, pas tant que ça. En 1946 et en 1951 se tiennent deux procès qui impliquent 3 anciens déportés du train de l'os. Ils sont traduits en justice pour les sévices qu'ils ont imposés à leurs camarades du convoi parce qu'ils avaient accepté des fonctions de capot à Korendorf, des sévices atroces. Le hasard fait, ce n'est pas un tout à fait, que ces 3 hommes sont polonais. Et voyez le contexte
géopolitique. La Pologne est devenue communiste, il y a des tensions internes en France, donc on a les bons coupables. 3 hommes polonais condamnés. Bien. Mais le problème, c'est que la presse régionale, qui est toujours avide d'informations sur les soi-disant affaires de la résistance, se mêle à l'affaire. Et elle étend le cas des 3 horribles Polonais à une supposée présence d'un grand nombre de droits communs dans le convoi, alors que c'est faux. Il y a seulement une poignée de droits communs. Et donc, vous voyez, commence à s'établir une suspicion sur une partie de l'effectif du train de l'os. Là encore, cette suspicion ne pourra être levée que lorsque l'on aura dressé la liste des déportés et qu'on les aura clairement identifiés. Je répète, une minorité très faible de droits communs dans ce convoi. Ceci dit, il y a parfois des surprises en histoire, y compris dans l'histoire de la déportation. C'est qu'on trouve parmi les 872 hommes partis de l'os un cas absolument étonnant. Un certain Edgar Simondan, collaborationniste notoire, président des Amis anti-juifs de Lille, qui a été arrêté par les Allemands parce qu'il avait trafiqué de l'or à leur détriment. Donc, ils l'ont mis dans le train de l'os. Il est allé dans le système concentrationnaire, il a survécu. Revenu en France, il est condamné, il est gracié, il est libéré et il meurt dans son lit en 1966. C'est un cas étonnant, absurde. Donc voilà les 3 polémiques qui ont marqué, depuis 1945, l'histoire du train de l'os. Et on va voir que tout ça va se débloquer dans les années 90. Tout à fait, tout à fait. Yves, effectivement, donc on a le temps à peu près un petit quart d'heure à peu près environ pour aborder le dernier point sur lequel nous avions convenu d'attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent. Au fond, tu le dis toi-même, il y a eu cette incertitude sur les chiffres pendant longtemps. Il y a eu des enjeux, des prises de position qui ont soit accéléré, soit au contraire ralenti les travaux de recherche, eux-mêmes balbutiant pendant un certain temps. Et donc, on pensait effectivement regrouper une partie de ces problématiques autour d'une dernière question. Quelles sont finalement les difficultés rencontrées pour mener à bien le travail d'historien que tu as mené concernant le train de l'os? Alors ça, c'est une question fondamentale parce que on a changé d'époque. Je pense que vous connaissez tous la fameuse chanson de Charles Aznavour qui évoque ces temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Moi, je vais vous parler de temps que les historiens de moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire la période qui précède les années 95-96. Avant cette date-là, c'était très difficile de mener des recherches solides sur la déportation de répression en France. Et là, je veux évoquer le nom de 2 hommes pour qui j'ai une immense admiration, qui ne sont jamais cités nulle part. Ils ont été oubliés. Ces 2 hommes s'appelaient Claude Mercier et François Perrault. Claude Mercier et François Perrault, c'étaient 2 anciens déportés résistants. Ces 2 hommes, 40 ans après les faits, ils ont d'un seul coup une lueur extraordinaire. Ils s'aperçoivent que l'histoire de la déportation de répression est totalement en retard sur les travaux extraordinaires qu'a mené Serge Klarsfeld pour la déportation de persécution. Serge Klarsfeld, avec une méthode remarquable, a mené de front 2 chantiers. 1, écrire l'histoire structurelle de l'antisémitisme et de la déportation de persécution en France, législation vichiste, législation allemande, et parallèlement, il a dressé la liste des 75 000 juifs partis de France vers la mort. Et donc ces 2 hommes, Claude Mercier et François Perrault, prennent conscience lors des commémorations du cinquantenaire en 1994 du retard sidéral en matière de connaissance de la déportation de répression. Et ces hommes qui sont bien impliqués dans les milieux politiques parviennent à obtenir des accords du ministère des Anciens Combattants, des accords du ministère de la Défense, pour lancer
une opération visant à écrire un livre mémorial de la déportation de répression. L'équipe qu'il constitue s'établit à Caen. Pourquoi dans la ville de Caen? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y a une université, et la seconde, c'est qu'il y a surtout le Bureau des archives des victimes des conflits contemporains, BAVCC. Et donc, Perrault et Mercier obtiennent la création d'une équipe de chercheurs, de jeunes étudiants. Certains ont une formation initiale très limitée, ils vont se former sur le tas, certains vont faire de brillantes carrières. Et il y a même parmi ces chercheurs, d'ailleurs comme quoi l'histoire est vraiment toujours saisissante, des objecteurs de conscience, la dernière génération avant la suspension du service national, décidée par Jacques Chirac. Donc cette petite équipe d'une dizaine de jeunes chercheurs travaille pendant 8 ans, et ce travail aboutit en 2004 à l'édition d'un énorme volume, 4 tomes, 6000 pages, qui recense les 86 000 déportés de répression partis de France. Et c'est devenu un instrument de référence absolue pour l'étude de la déportation. Il est consultable sur Internet, vous pouvez avoir la liste des convois sur Internet sans aucun problème. Ce travail du livre mémorial, dont on a oublié la genèse, il permet surtout une libération de l'accès aux archives. Avant 1995, accéder aux archives, c'était une épreuve de force, parce que la législation mettait des barrières de consultation à des documents considérés comme récents, et en particulier aux documents judiciaires et carcéraux relatifs à l'occupation allemande de 40 à 44. Tout ça a disparu aujourd'hui. C'est une époque bénie pour les jeunes chercheurs. On a accès à tous les dossiers des archives départementales. Les sources carcérales et judiciaires allemandes sont consultables dorénavant au BAVCC de Caen. Les familles ont accès bien sûr aux dossiers individuels des déportés. Et même les archives de la gendarmerie, le dépôt central de la gendarmerie du Blanc dans l'Indre, sont beaucoup plus faciles d'accès aujourd'hui que ce que j'ai connu dans les années 80 ou 90, où c'était le parcours du combattant. Donc, vous voyez, maintenant, en France, on a la chance de pouvoir accéder à toutes les archives utiles, et on le fait dans une liberté, on va voir pourquoi, une liberté mentale beaucoup plus forte qu'avant. Ceci dit, il ne faut pas faire un cocorico. Les Belges ont fait beaucoup mieux que ça avant nous. Ils ont créé le CEGES, à l'initiative de José Gotovich, qui était une structure extraordinaire, qui a rendu accès possible à toutes les archives allemandes depuis les années 70-80. Vous voyez ? Donc ça, c'est la première modification fondamentale, c'est l'accès possible aux archives, qui donne aux historiens d'aujourd'hui des conditions de travail que nous n'avons pas eues, ni moi, ni Étienne de Jong, avant les années 95-2000. Ça, c'est la première remarquable évolution qu'a connue notre pays. Mais il y a un deuxième aspect, et là, je pense qu'il faut finir là-dessus, c'est le fait que les conflits de mémoire qui ont empoisonné, j'emploie le mot, l'histoire de la déportation pendant des décennies ont eux aussi disparu. Et là, je veux rendre hommage à quelqu'un qui est disparu récemment, en 2019, qui s'appelait René Fallas. C'est un personnage d'un bloc. René Fallas, c'était un jeune résistant qui est devenu le chef du réseau Lorraine alors qu'il n'avait que 22 ans, après l'arrestation du fondateur de cette organisation. Il a été le plus jeune à siéger à l'Assemblée consultative à la Libération. Ensuite, il a fait une carrière de professeur agrégé au lycée Fédère Balil, et Odile, je crois, l'a bien connu. Cet homme, c'était un homme d'un bloc. Une fois la retraite venue, il a commencé à s'intéresser à l'histoire de la résistance et de la déportation. Et il avait une obsession, la vérité. Dès que quelque chose ne lui paraissait pas clair, il enquêtait. Il a joué un rôle important, notamment dans les multiples conflits qui ont émaillé la recherche des conditions de l'arrestation de Jean Moulin. Il a préfacé un livre de Gérard Chauvy, dans lequel Raymond Aubrac était sérieusement mis en cause.
Et dans le cas du Nord-Pas-de-Calais, René Fallas s'est très rapidement intéressé au cas du train de l'os. Il a fouillé et il a tout de suite vu qu'il y avait un problème concernant les chiffres. Les chiffres lui paraissaient impossibles, aussi bien le nombre de départs que le nombre de survivants. Et comme René Fallas avait une voix de stentor et qu'il n'avait peur de rien, il s'en est exprimé en public dans les réunions où se trouvaient des représentants des associations de résistants et des hommes politiques. Et ça tournait parfois au vinaigre. Donc, vous savez que les élus n'aiment pas ce genre de choses. Et donc, en 1999, Roland Huguet, qui était à l'époque le président du Conseil général du Pas-de-Calais, me fait venir et me dit « Écoute, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider ? L'affaire du train de l'os, ça devient ingérable. Est-ce que tu peux mener une enquête ?» Donc, je m'y suis mis. Ça m'a demandé 3 ans. Premier problème, trouver les sources. Comme je le disais tout à l'heure, ils n'étaient pas accessibles. J'en ai trouvé dans les universités américaines, dans les archives fédérales suisses, j'ai pu en trouver un petit peu aux archives nationales, et surtout, j'ai rapidement eu accès à l'équipe de chercheurs de Caen, avec qui j'ai tressé des relations amicales très rapidement. Je recruterai plus tard Laurent Thierry pendant 3 ans sur un poste de chercheur à plein temps pour qu'il puisse boucler sa thèse. J'ai aussi eu une très bonne relation avec Thomas Fontaine, qui a fait une thèse remarquable sur l'ensemble de la déportation de répression en France. Donc, j'ai eu des informations qui m'ont permis de dresser un tableau archivistique à peu près complet. Et parallèlement, j'ai cherché à rencontrer les survivants du train pour mener des interviews scientifiques afin de compléter mes informations sur des choses que les traces écrites ne donnaient pas. Et là, c'est étonnant. Il y a eu 2 périodes. Une période d'hostilité. J'ai reçu des menaces téléphoniques chez moi, le soir. Vous êtes un révisionniste, etc., etc. Et fort heureusement, parmi les survivants, il y a eu une poignée de gens très lucides, et en particulier Roland Van Breugel, qui était un homme admirable, un grand bonhomme. Roland m'a reçu une première fois, il avait une tête très dure, et à la fin de la réunion, il s'est mis en pleurs. Il m'a dit « Je vais vous aider ». Et il m'a aidé. Il m'a aidé à établir des contacts avec plusieurs de ses camarades. Et progressivement, le cercle s'est élargi. Et j'ai donc pu enregistrer un grand nombre de témoignages de survivants du train de l'os. Alors, arrivé à ce stade, on s'aperçoit que dans le paysage de l'Amicale et de sa périphérie, il y a 2 personnages tout à fait étonnants. Des fortes personnalités et en même temps des hommes qui ont des engagements idéologiques totalement opposés. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est James Venture. James Venture, il m'a été au début très hostile. Et on est devenus ensuite très amis, en particulier grâce à l'aide de sa femme, qui est quelqu'un de très, très remarquable. Et donc James Venture a accepté progressivement les éléments nouveaux que j'apportais. Le deuxième cas, c'est étonnant, c'est un autre personnage extraordinaire, c'est Jean-Marie Fossier. Jean-Marie Fossier, il est né en 1909, il est mort en 1997. Il avait adhéré au Parti communiste en 1934. On ignore souvent qu'il a été commissaire politique dans les Brigades internationales en Espagne, qui est donc un militant stalinien. Il a été arrêté en mars 1940 par la police française dans le cadre des décrets Daladier. Il est parvenu à s'échapper dans la grande pagaille de l'après-occupation en novembre 1940. Il a été rattrapé par la police française en mai 1942. Il a été jugé par la section spéciale de la Cour d'appel de Douai et condamné à 15 ans de travaux forcés. Les autorités vichistes l'ont transféré comme otage aux Allemands qui l'ont déporté dans le train de l'os. Jean-Marie Fossier a survécu. Et voilà qu'au lendemain de la guerre, Jean-Marie, avec qui j'ai aussi traité, j'ai établi, et Christine peut en témoigner, des relations très amicales sur la fin de sa vie, Jean-Marie est entré au bureau de la FNDIRP, la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, c'est-à-dire l'organisation majeure de la résistance en France, contrôlée par les militants communistes. Or, Jean-Marie Fossier, pendant plusieurs années, il fait son travail d'associatif et il ne se mêle pas de l'histoire du convoi. Mais voilà, dans les années 50 et 60, les 2 correspondants départementaux Nord et Pas-de-Calais du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale que dirigeait à Paris Henri Michel, 2 hommes de grande qualité, Fernand Lermite pour le Pas-de-Calais, Michel Rousseau pour le Nord, commencent une enquête sur la déportation.
Et tout de suite, eux aussi, comme plus tard René Fallas, s'aperçoivent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les chiffres du train de l'os. Et donc, ils commencent à s'en ouvrir autour d'eux. Et progressivement, on leur fait comprendre que ça ne va pas. Ces chiffres sont gravés dans le marbre. Ils sont intangibles. Et voilà qu'en 71, éclate une crise, une grande violence, qui va bloquer pendant plus de 20 ans la recherche sur l'histoire de la déportation de répression en France. En effet, en 71, les dirigeants communistes de la FNDIRP parviennent à empêcher la publication de l'enquête du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'Henri Michel escomptait publier. Et dans cette campagne de blocage, le point nodal, le point central, c'est un brûlot qui est rédigé par Jean-Marie Fossier en 1971, dans lequel il s'en prend aux historiens qui l'accusent de révisionnisme en voulant minorer les chiffres. Les chiffres des fusillés. Maurice Thorez avait annoncé que le parti avait eu 75 000 fusillés en 40 et 44. On sait aujourd'hui que c'est 4 000. Bon. Et les chiffres de la déportation. Et il donne comme élément central de sa déportation le cas du train de l'os. Résultat de cette affaire, plus de recherche en milieu universitaire pendant 20 ans. Et ceux qui ont essayé, comme mon ami Étienne Dejonge, de mener des entretiens avec des survivants ou avec les associations, ça a donné naissance à des affrontements dans les années 80. Donc finalement, on arrive au bout et en 2001, après 3 ans de recherche, je suis prêt. Et on organise le 26 novembre 2001, dans l'enceinte de la prison de l'Os, qui est à l'époque encore debout, une réunion. C'était très impressionnant, très émouvant. Il y avait des survivants, des familles de disparus, et moi je présentais mes conclusions. Il y a eu un silence à la fin de l'intervention, et finalement une libération. Ça a été accepté. On a reconnu que le récit du convoi, que les chiffres 872 partis, 284 revenus étaient les bons, que la liste était enfin disponible, on connaissait dorénavant les noms et les prénoms des déportés, et James Venture, avec sa grande intelligence, a décidé de graver dans le bronze, cette fois, des plaques portant tous ces noms et ces prénoms. Une série a été posée à la prison de l'Os jusqu'à ce qu'elle soit démantelée, et une autre série se trouve toujours dans les tunnels de la coupole. Donc, on était arrivé au terme. J'avais préparé un livre. En toute naïveté, je me suis présenté chez un grand éditeur régional, dont je ne citerai pas le nom, qui m'a dit « Écoutez, ça va provoquer des troubles, on ne peut pas prendre le risque de l'éditer. » Je l'ai donc édité à compte d'auteur, avec une préface de mon amie Annette Vieviurka. Et à ma grande surprise, le livre a été épuisé en 3 mois. Et j'ai reçu des lettres très émouvantes des familles, parce que ces familles avaient enfin un récit cohérent, un récit véridique, avaient les noms, avaient le sort des déportés, elles avaient pu faire leur travail de deuil. Et aujourd'hui, il n'y a plus de polémique, il n'y a plus d'affaire du train de l'Os. Le train de l'Os, c'est bien une tragédie de la déportation qui a provoqué la mort d'un grand nombre de jeunes hommes courageux. Voilà. Merci beaucoup Yves pour cette mise au point particulièrement intéressante, ces questions que l'on pose pas toujours finalement sur la manière dont on écrit l'histoire, dont on peut écrire une histoire complexe, parce qu'il y a des enjeux de mémoire, mais finalement le travail d'histoire s'impose, parfois il concorde, parfois il discorde, mais voilà, les recoupements, une méthode solide, des sources solidement établies, étayées, entrecoupées, recoupées, si je puis dire, permettent d'avancer. Et c'est tout de même quelque chose qui est éminemment porteur d'espoir, bien évidemment. Tu as parfaitement raison, ça c'est un point capital. La France est un pays qui est arrivé à maturité en matière d'études historiques. On peut analyser tous les sujets possibles, on a accès aux sources, et je vais donner un autre exemple sur un autre thème, mais qui, vous allez voir, est assez voisin, la guerre d'Algérie. Depuis 2-3 ans, on peut écrire sur tous les aspects de ce terrible conflit. Les archives sont accessibles, le rapport Stora a ouvert les portes. Donc, on est devenu un peuple mature, ce que nous n'étions pas avant pour des raisons de conflit idéologique au sein de la société.
Tout à fait. Et là, ce sont peut-être des vocations, hein, qui vont être suscitées par cette nouvelle situation que tu décris. Alors, je pense qu'on va maintenant redonner la parole à celles et ceux qui nous écoutent, puisqu'il reste, bon, pas tout à fait un quart d'heure, mais enfin… On est dans les temps, hein, tu as vu, on a terminé à 18h15. À quelques secondes près, nous sommes dans les temps. Donc, peut-être nos amis vont-ils reprendre, je pense à Daniel ou bien peut-être à Odile, sur les questions ou bien des intervenants qui directement solliciteraient des précisions de la part d'Yves Le Maner. Comment est-ce que l'on procède? À votre écoute. Est-ce que donc des questions peuvent nous être transmises? Alors là, je crois que nous sommes dans un moment de… Voilà, ça va. Ah, ça y est. Merci Christine. Alors quand rationalité et passion se conjuguent, ça donne toujours des choses extraordinaires. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup à tous les deux. Alors, pour poser des questions, il suffit simplement de prendre la parole et d'ouvrir vos micros. Voilà, vous avez la parole. Alors, hop, je ne sais pas si on m'entend, pas du tout. Oui, on vous entend. Ah, bonjour, je suis François-René Christiani Fassin, le fils de Raymond Fassin. À qui j'ai rendu hommage. Oh oui, et vraiment d'une façon très touchante pour moi en tout cas. Et c'est vrai que moi aussi maintenant, je suis un historien amateur, mais je suis beaucoup dans les archives et c'est vrai que je trouve énormément de choses. Une seule chose me soucie que je n'ai pas encore réussi à trouver, c'est bien le CIPO SD de Lille qui arrête Raymond Fassin, brasserie Notre-Dame de Lorette à Paris 9e, le 1er avril. Est-ce que c'est le SD de Lille ou est-ce que c'est le SD de Paris? Je répondrai que ce sont les deux. C'est-à-dire que c'est des équipes qui viennent de Lille et qui s'appuient sur les structures parisiennes. Ils ont une connaissance parfaite des milieux urbains et la police allemande était redoutable. C'était généralement des professionnels, y compris les SS, et ce qui explique la terrible efficacité qu'ils ont eue pendant l'occupation. Oui. Et le dénonciateur qui a finalement été gracié, un certain Mercier, moi, j'ai pas réussi à mettre la main sur les archives judiciaires, mais ça doit se trouver, ça, sans doute. Alors, la seule ressource, c'est d'avoir accès aux archives du Blanc dans l'Indre, les archives de la gendarmerie. Ah, d'accord. Ok. S'il y a quelque chose, c'est là. D'accord, parfait. Merci infiniment. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Oui, voilà, je mets l'écran parce que c'est plus facile de parler qu'on voit. Oui. Bonjour. Voilà, moi je m'appelle… Le son est un petit peu en écho. Mon grand-père faisait partie de ce train des votre livre. Vous parlez que vous avez beaucoup… je ne sais pas comment faire autrement. Là, c'est mieux là. On vous entend mieux. Ah, je vais parler moins fort. Là. On vous entend beaucoup mieux là. Voilà. Bon, c'est très bien. Donc, en fait, moi, je cherche un petit peu à avoir des informations sur effectivement ce qu'a pu vivre mon grand-père. Je sais que, bon, il est assez référencé, mort à Bergen, voilà. Mais dans les témoignages, justement, que vous avez pu recueillir, est-ce que vous les avez inclus dans votre livre que du coup, j'ai pas réussi à trouver, moi, que j'aimerais bien obtenir, mais je ne sais pas par quelle voie l'obtenir. Alors, le problème du livre, c'est qu'il a été très vite épuisé. Oui. Je n'ai pas eu le courage de le réimprimer parce que c'est un gros boulot. J'ai fait la maquette moi-même. C'était une époque à peu près informatique. Vous le trouverez dans les bibliothèques du Nord-Pas-de-Calais. Mais je vous incite vivement, si vous ne l'avez déjà fait, à demander le dossier de déportation qui doit être conservé au BAVCC à Caen. C'est le seul espoir de trouver. Oui, je l'ai. D'accord. Oui. Non, ça, j'ai réussi à avoir ce dossier. Moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi le vécu en dehors des chiffres, des trajets qu'il a pu faire. C'est savoir avoir des témoignages de gens qui ont vécu avec lui. Par exemple, je sais que M. Houdard était dans le même wagon que lui. Marcel Houdard. Marcel Houdard, oui. Oui.
Alors, je cite plusieurs témoignages, soit réalisés au lendemain de la guerre, soit que j'ai pu mener dans les années 99-2001 dans le cours du livre. Pour Bergen-Belsen, il y a aussi peut-être la possibilité pour vous, je ne sais pas si ça peut aboutir, de vous renseigner auprès du centre d'Arolsen en Allemagne, qui regroupe les sources allemandes sur le système concentrationnaire. C'est un énorme ensemble de documents. Les cas individuels sont noyés dans cette masse, mais tentés. Il est accessible en ligne depuis quelques mois de façon plus facile qu'avant. Simplement, il faut utiliser l'anglais. D'accord. Mais c'est la seule solution. En revanche, dans mon livre, vous aurez beaucoup de témoignages sur le vécu des camps, sur la quarantaine, sur les commandos de travail, sur l'arrivée à Bergen. Bergen, c'était l'atrocité absolue. C'est là qu'est décédée la mort de Simone, qu'est décédée la mère de Simone Veil. C'était quelque chose d'atroce qui a été en plus documenté par le cinéma, par les opérateurs de l'armée britannique. C'était le fond de l'humanité, Bergen. Oui, je sais. Ouais. Et merci beaucoup. Merci. À vous, madame. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Non? Bien, écoutez, vous savez qu'à partir de ces émissions enregistrées, on va les regrouper toutes sur une chaîne, YouTube, donc vous pourrez les retrouver. On publiera en même temps les ouvrages des intervenants, donc vous retrouverez également tous, et vous pourrez éventuellement poser vos questions encore. On les transmettra à Yves Le Mener sans aucune difficulté. Simplement, j'interviens difficilement parce que j'ai une bronchite, donc ça va pas être vraiment facile. On dit toujours, et j'ai relu, le train de l'os, c'est le dernier train parti de France. Je l'ai vu dans une brochure récemment. En réalité, c'est faux parce qu'il y a des trains qui sont partis encore de Belfort, Dijon et Metz. Oui. Donc, il faudrait peut-être, quelques jours plus tard. Oui, et alors, une des raisons qui explique ce décalage, c'est le fait que ces trains ont transité par la zone occupée allemande de Strasbourg. Et c'est pourquoi ils ont été considérés comme partie du territoire du Reich, qui n'est pas exact. D'accord. Même pour Belfort, donc. Ah oui. Belfort et Dijon. Ah oui, d'accord. Belfort et Dijon. Oui. D'accord, ils ne sont pas considérés. Ils sont passés par Mulhouse, donc voilà. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, bon, enfin, en réalité… Oui, ça fait partie de comment vous dire, de cette histoire un peu mythifiée où chacun cherche à établir soit l'antériorité, soit la prévalence de tel et tel convoi. Moi, j'y prête très peu d'importance parce que ce qui compte dans ces phénomènes de déportation, c'est le départ de ces milliers d'hommes, 86 000, et le fait que près de 40 000 d'entre eux y ont péri dans ce système concentrationnel. D'accord. Merci beaucoup. Pour simple information, il y a quelques liens Internet dans le chat. Vous regardez le chat, quelques-uns ont mis des liens Internet. Il y a un petit Larsen. Avec notre webmaster. Bien, écoutez, on va se quitter là. Encore merci beaucoup Yves Le Mener, c'était passionnant. On se retrouve donc, je crois, le 24 avril. 25. 25. Avec Laurent Thierry. Avec Laurent Thierry. Voilà. Merci encore à tous. Merci encore à Yves Le Mener et à Christine pour leur intervention. À très bientôt. C'était passionnant. Un grand merci à tous. C'était passionnant. Ravi d'être avec vous et bravo aux organisateurs. C'est vraiment très carré et très réussi. Réussi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.